Dans cette série, nous allons visiter le chemin du roi. Le trajet commence au château Frontenac à Québec et il va nous conduire au château Ramsay à Montréal. Durant ce parcours, nous allons découvrir les infrastructures, les personnages et les événements qui ont façonné le Québec dès le début de la Nouvelle-France jusqu'au 20e siècle. L'intérêt de le visiter est de voir ce qui a influencé notre histoire. Le chemin du roi fut mis en service en 1737. Son trajet suit approximativement la route 138. Pour connaître son tracé original, nous allons nous baser sur les cartes de Joseph Bouchette de 1815. Pour des raisons touristiques, le tracé actuel est modifié, mais il permet de nous amener à des endroits pittoresques. Le tout est agrémenté de quelques photographies d'archives. Maintenant, nous sommes prêts à faire un bout de chemin. Notre point de départ pour le chemin du roi est l'extrémité de la rue Saint-Louis sur la terrasse du Frein. Elle est située en haut du Cap Diamant. Nous sommes dans le Québec touristique. La statue du fondateur de Québec, Samuel de Champlain, s'y trouve. Il est le fondateur de Québec en 1608. La terrasse du Frein est faite en bois. Elle se prolonge vers l'ouest avec la promenade des gouverneurs. Elle suit la falaise du Cap Diamant et offre une vue panoramique des environs. Cette promenade se prolonge jusqu'à la citadelle de Québec. Une glissade est utilisée pour des activités hivernales. La terrasse du Frein se trouve au-dessus de l'emplacement du château Saint-Louis. Celui-ci était le siège du gouvernement à l'époque de la Nouvelle-France. C'est en ce lieu que fut décidée la construction du chemin du roi. Il fut aussi le siège du gouvernement britannique. Il devait perdre de l'importance au détriment du château Haldimand. Le château Saint-Louis fut détruit par un incendie en 1834. Le château Frontenac est aussi adjacent à la terrasse du Frein. Sur son emplacement, il y eut auparavant le château Haldimand. C'était le siège du gouvernement britannique à partir des années 1780. Il est connu pour l'expression « la clé du château » qui était composée de l'élite britannique. Le château Frontenac doit son nom au gouverneur Frontenac. Il fut inauguré en 1893 et il fut un hôtel de luxe. Il a eu par la suite d'autres agrandissements. Durant la Seconde Guerre mondiale, il y eut deux conférences en 1943 et 1944 réunissant les premiers ministres Churchill, Mackenzie King et le président américain Roosevelt. Le château Frontenac offre toujours des services d'hôtellerie. Près du château, un monument rappelle les deux commandants d'armée lors du siège de Québec en 1759, Montcalm et Wolfe. Les deux sont morts après la bataille des Plaines d'Abraham. On reverra ces deux personnes plus loin. De l'autre côté de la rue Saint-Louis, on a le monument de l'UNESCO. Il rappelle que le Vieux-Québec fut inscrit au patrimoine mondial en 1985. Il reconnaît ses infrastructures historiques et en plus d'être à l'origine du peuplement français en Amérique. Dans le Vieux-Québec, des visites touristiques sont possibles en calèche ou en autobus. Une parenthèse sur le Vieux-Québec. Il est trop chargé d'histoire pour couvrir tous les sites. Mentionnons brièvement la place Royale, les musées environnants, le couvent des Hospitalières et des Ursulines. On va s'intéresser surtout
aux infrastructures le long de ce que fut le chemin du roi. Nous passons au parc de la place d'Armes. Le monument de la foi, érigé en 1916, rappelle l'arrivée des premiers missionnaires récollets en Nouvelle-France, 300 ans auparavant. Il a une femme arborant un crucifix de la main droite et une palme de l'autre. Cela nous amène à nous intéresser à d'autres utilisateurs du chemin du roi que sont les institutions religieuses. La cathédrale basilique Notre-Dame de Québec est l'église principale du diocèse catholique de Québec. Fondée en 1674 par Monseigneur Laval, ce diocèse s'est déjà étendu jusqu'en Louisiane. La cathédrale anglicane Holy Trinity fut ouverte au culte en 1804. Elle fut la première cathédrale anglicane construite en dehors de la Grande-Bretagne. Elle est aussi le chef-lieu du diocèse anglican de Québec. Nous parcourons la rue Saint-Louis. Nous rencontrons la maison Mayou. Construite en 1737, il servit à l'intendance militaire au début du régime anglais. Elle est présentement le siège du social de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec. Le restaurant aux Anciens Canadiens est la plus ancienne maison de Québec. Elle fut construite en 1675. Elle porte aussi le nom de maison François Jacquet, dit Langevin. Elle a survécu au bombardement lors du siège de Québec en 1759 en n'ayant aucun dégât. Au 19e siècle, il fut la propriété de Philippe Aubert de Gaspé. Celui-ci fut seigneur de Saint-Jean-Port-Joli. Il est l'auteur du livre Les Anciens Canadiens, qui a inspiré le nom du restaurant. Cette maison a eu plusieurs fonctions au cours des siècles et elle est maintenant un restaurant. Au coin de la rue Saint-Louis et du corps de garde, il y a l'arbre au boulet. Il s'agit d'un orme dont les racines recouvrent un boulet. Il y a deux théories à son sujet. Il pourrait s'agir d'un boulet de canon tiré par les Anglais lors du siège de Québec en 1759 ou un boulet mis en place pour protéger les roues de calèche lors d'un virage. Nous passons devant l'emplacement de l'ancien hôtel de ville de Québec. L'ancien bâtiment a occupé cette fonction de 1840 à 1896. Il était à l'origine la résidence de Thomas Dunn, un homme d'affaires et gouverneur du Bas-Canada. L'hôtel de ville devait s'installer au bâtiment qu'il occupe présentement, sur la rue des Jardins. Le monument de la guerre des Boers commémore les Québécois qui ont participé à ce conflit entre 1899 et 1902. 7000 Canadiens ont participé à cette guerre et 270 en sont morts. Nous arrivons à la limite du Vieux-Québec avec la porte Saint-Louis. En fait, la porte actuelle est la troisième. La première fut construite en 1693. Elle fut remplacée en 1745 lors de la construction des fortifications autour de la ville. Celle-ci avait le défaut d'être étroite et peu pratique pour la circulation. La porte actuelle fut construite en 1878. Les remparts qui ceinturent le Vieux-Québec furent construits en 1745 par Gaspard-Joseph Chosgros de Léry. Si l'ouvrage devait servir à défendre les troupes françaises contre une invasion, c'est plutôt les armées anglaises qui en ont profité. La ville de Québec s'est rendue aux Anglais après la bataille des Plaines d'Abraham en 1759.
Les remparts ont servi à protéger la garnison anglaise après la bataille de Sainte-Foy en 1760 et lors de l'invasion américaine en 1775. La citadelle de Québec est au sud-ouest des fortifications, face au fleuve Saint-Laurent. Il fut construit entre 1820 et 1832. C'était un ouvrage défensif en cas d'une invasion américaine. Elle est le siège du Royal 22e Régiment. La citadelle contient une résidence du gouverneur général et un musée militaire. En sortant des murs de l'ancienne ville, on arrive à l'emplacement où se tient généralement une bonne partie des festivités du Carnaval de Québec. Cet événement annuel, qui se tient à la fin janvier, début février, a commencé à exister périodiquement depuis 1894. C'est en 1955 que l'événement devient annuel. Il a son personnage symbolique en le bonhomme Carnaval. Le site comprend généralement le château de glace et des sculptures autour. Beaucoup d'autres activités y sont présentées. Le monument du Mahatma Gandhi est près de la porte Saint-Louis. Cet apôtre de la paix a contribué à l'indépendance de l'Inde. Quelques autres monuments à Québec se réfèrent à des personnalités qui ont fait leur marque sans être canadiens. Ce monument nous rappelle François-Xavier Garneau, qui fut le principal historien canadien au 19e siècle. Avant lui, l'histoire du Canada était méconnue. Le rapport Durham avait décrit les Canadiens comme étant un peuple sans histoire. Son accès aux bibliothèques du gouvernement allait permettre la rédaction de son Histoire du Canada. La fontaine Tourny a son origine en France. Construite en 1853, elle fut en place dans la ville de Bordeaux de 1855 jusqu'en 1960. Elle fut ensuite remisée chez un antiquaire. L'homme d'affaires Peter Simon en fit l'acquisition au début des années 2000. Elle fut offerte à la ville de Québec en 2008 pour son 400e anniversaire. Vis-à-vis cet endroit, la rue Saint-Louis devient la Grande Allée. Nous voici devant l'Assemblée nationale. Il est le siège du gouvernement de la province de Québec. L'immeuble de style Second Empire fut complété en 1886. La façade comporte de nombreuses sculptures qui représentent des personnalités marquantes de l'histoire du Québec. L'intérieur a deux pièces majeures qui sont le Salon bleu de l'Assemblée nationale et le Salon rouge. Une plaque extérieure rappelle la devise du Québec. Je me souviens. Le manège militaire de Québec est le siège du plus vieux régiment canadien-français, les Voltigeurs de Québec. Il fut construit en 1885. L'intérieur contient des salles pouvant servir à diverses activités. Un incendie devait affecter le bâtiment en 2008. Il fut rénové depuis 7 ans et il est encore en usage aujourd'hui. Deux monuments extérieurs se rapportent au manège. Le monument Short Wallick rappelle que deux officiers voulant arrêter la propagation d'un incendie en 1889 à Saint-Sauveur voulurent faire sauter un bâtiment. Le baril de poudre tardant à sauter, les deux officiers entrèrent à l'intérieur et le baril sauta, ce qui les tua. L'autre monument rappelle la présence des voltigeurs depuis 1862. Derrière le manège militaire et adjacent à la citadelle de Québec,
on accède aux plaines d'Abraham. Le site est préservé car il fut le lieu du champ de la bataille des plaines d'Abraham. En revenant vers la porte Saint-Louis, on accède au terrain. On passe devant un monument qui commémore les morts de la Première et Deuxième Guerre mondiale et de la guerre de Corée. Le champ porte ce nom car son premier habitant était Abraham Martin. La bataille eut lieu le 13 septembre 1759. Après un siège de 3 mois, Wolfe fit une dernière tentative du côté de l'Anse-au-Foulon. Escaladant la Grande Côte, il s'empara du terrain environnant. Montcalm fut averti et il s'amena avec sa troupe. La bataille s'ensuivit. Les Français furent mis en déroute. La ville de Québec se rendit aux Anglais le 18 septembre. La bataille fut décisive pour les Anglais en voie de conquérir la Nouvelle-France. Les tours Martello, dont une est située sur les plaines d'Abraham, furent construites à la veille de la guerre de 1812. Il s'agissait de 4 mini-forteresses construites entre le fleuve Saint-Laurent et la rivière Saint-Charles. En cas d'invasion américaine par l'intérieur des terres, les tours Martello auraient été sur la première ligne de défense de la ville de Québec. Elles n'ont jamais subi d'attaque. La première tour, sur les plaines d'Abraham, sert de musée. Elle a déjà servi d'observatoire astronomique. La deuxième tour, plus près de la Grande Allée, est utilisée pour des événements spéciaux. La troisième tour fut démolie en 1904. La tour numéro 4 est inutilisée. Les plaines d'Abraham ont aussi déjà eu un observatoire astronomique. Il fournissait l'heure juste aux navires au port de Québec. Il a aussi servi de station météorologique. De retour sur la Grande Allée, un monument représente le général Montcalm, soutenu par un ange après avoir reçu sa blessure mortelle. La maison Henry Stewart nous fait connaître le mode de la vie bourgeoise du 19e siècle et du début 20e siècle. Elle est un musée. En plus de son intérieur d'antan, elle a un jardin anglais à l'arrière. La maison Krieghoff nous fait connaître l'un des artistes peintres les plus connus au 19e siècle, Cornelius Krieghoff. Cette résidence était un cottage du 19e siècle construit à une époque où l'entourage était la campagne. Cette demeure a logé le peintre Cornelius Krieghoff en 1859 et 1860. Celui-ci a réalisé plusieurs peintures montrant les habitants du Québec, dont beaucoup dans des scènes hivernales. L'église Saint-Dominique est une église paroissiale qui fut longtemps dirigée par les Dominicains. Elle fut construite en 1930. Les Dominicains avaient leur monastère à côté. Elle fait maintenant partie de la paroisse Saint-Jean-Baptiste. Nous voici au pavillon Pierre Lassonde. Il fait partie du Musée des Beaux-Arts de Québec. Celui-ci est constitué de 4 pavillons. L'un d'eux est une ancienne prison. Le musée comporte plusieurs milliers d'œuvres. En plus de sa collection permanente, il offre des expositions temporaires. À l'ouest des plaines d'Abraham, ce monument indique l'emplacement où James Wolfe est mort après la bataille des plaines d'Abraham. Juste avant d'arriver à l'arrondissement Sainte-Foy-Sillery, on tourne à droite sur l'avenue des Braves. Il nous conduit au parc des Braves. Ce lieu est celui où se tint la bataille de Sainte-Foy en avril 1760.
Cette bataille fut la dernière offensive française en Nouvelle-France. Malgré la victoire, ils durent se retirer suite à l'arrivée de secours anglais. Le monument commémorant la bataille fut érigé en 1863. Il contient des papiers et des ossements de soldats trouvés sur place. Le parc contient aussi une plaque indiquant l'emplacement du moulin Dumont auquel la bataille fit rage. Nous entrons dans l'arrondissement Sainte-Foy-Sillery. Le parc Bois de Coulonges fait référence au gouverneur Louis d'Ailleboust de Coulonges qui établit une châtellenie. Durant le régime anglais, les lieux furent occupés par l'élite britannique. Le domaine Spencer Wood était la résidence des lieutenants-gouverneurs de la province de Québec. Il fut détruit par un incendie en 1966. Le lieutenant-gouverneur de l'époque, Paul Comtois, périt dans cet incendie. Près de ce domaine, les anciennes écuries existent toujours. La vocation du bâtiment a changé car il est maintenant une salle de réception. Le parc contient aussi des jardins horticoles et une fontaine. Une cabane à sucre est en activité au printemps. Près de la falaise, le bois de Coulonges offre une vue sur l'anse au Foulon qui contient le Yacht Club. Historiquement, c'est le lieu où l'armée anglaise dirigée par Wolfe a débarqué avant la bataille des Plaines d'Abraham. À l'endroit où le chemin du Roi quitte la Grande Allée pour passer au chemin Saint-Louis vers la gauche, on rencontre la villa Bagatelle. À l'origine, c'était une résidence secondaire du domaine Spencer. La maison est de style anglais. Il est maintenant un musée. L'église anglicane Saint-Michael a un style qui se rapproche des églises de campagne en Angleterre. Elle fut construite en 1854. Elle a desservi la communauté des notables anglophones établis à Sillery. Elle offre maintenant des célébrations en anglais et en français. Le domaine Cataraqui a été établi en 1831 par le marchand de bois James Bell Forsyth. Il porte le nom de Cataraqui car M. Forsyth provenait de Kingston, Ontario. À cet endroit, il y avait le fort Cataraqui, mieux connu sous le nom de fort Frontenac. Les propriétaires s'y sont succédés et ont fait de nombreuses améliorations au site. Des jardins ont été aménagés autour. Le domaine Cataraqui offre des expositions et des locations de salles. Plus près du fleuve, par le chemin du Foulon, la maison des Jésuites est l'emplacement de la mission Saint-Joseph qui avait pour but l'évangélisation des Autochtones. Elle fut établie en 1637. Les Jésuites ont accueilli des montagnais et des Abénakis. 2 incendies ont détruit la mission. La maison actuelle fut construite au 18e siècle. Elle servit de résidence aux Jésuites jusqu'à la conquête anglaise. La maison fut occupée par des notables anglais, dont Francis Brooke, auteur du premier roman canadien, L'histoire d'Emily Montagu. Cette maison est maintenant un musée.
On quitte le chemin du Roi ou chemin Saint-Louis momentanément pour passer par la route de l'église. On accède au site patrimonial de la Visitation. C'est dans ce lieu que fut établie les premières églises de Sainte-Foy. Les lieux de culte se sont succédés, soit en 1669, 1700 et 1876. Les vestiges de l'église sont ceux qui furent incendiés en 1977. Des structures métalliques indiquent la forme de l'église avant l'incendie. Diverses activités y sont offertes durant l'année. L'ancien presbytère est devenu le centre d'interprétation historique de Sainte-Foy. Il a une exposition permanente et offre différentes activités. Nous arrivons aux deux ponts qui traversent le fleuve Saint-Laurent. Ces ponts sont situés à l'endroit où le fleuve Saint-Laurent est le plus étroit. Le pont de Québec fut construit entre 1903 et 1917. Il est considéré comme un chef-d'œuvre d'ingénierie à son époque. Deux effondrements sont survenus durant sa construction. Il est un pont qui permet le transport ferroviaire et le transport routier. Le pont Pierre-Laporte fut construit de 1966 à 1970. Il sert uniquement au transport routier. Il porte le nom de Pierre-Laporte en souvenir d'un ministre enlevé par le FLQ et qui fut retrouvé mort. Cap-Rouge contient le plus ancien site de colonisation française en Amérique. C'est en 2005 que fut découvert l'emplacement du fort Charlebourg-Royal. De 1541 à 1543, Jacques Cartier et le sieur de Roberval occupèrent ce lieu. Passant chacun un hiver séparément, la colonisation fut un échec. Le parc Cartier-Roberval devint un site archéologique où on trouva plusieurs artefacts de cet établissement. Le tracel de Cap-Rouge est un immense pont ferroviaire qui enjambe la vallée de Cap-Rouge. Construit en 1908, il est encore en service. L'église Saint-Félix fut construite en 1859. La municipalité fut établie en 1872. Léon Provencher fut un des prêtres éminents de Cap-Rouge. Il est connu pour son intérêt des sciences naturelles. Il a rédigé plusieurs livres de botanique et fut aussi entomologiste. La maison Léon Provencher est un musée et a des programmes pour intéresser les jeunes aux sciences naturelles. Les Sœurs du Bon Pasteur ont un couvent à la sortie de Cap-Rouge. Cette congrégation, fondée par Marie-Joseph Fitzbach, s'occupe des femmes vivant des difficultés majeures. Et pour terminer, on jette un dernier regard vers le Saint-Laurent et les ponts de Québec.